Bonjour, chers amis téléspectateurs. Nous là toujours, nous sommes vers la fin de l'année 2023 et j'ai décidé, durant cette fin d'année, de répondre à toutes vos questions. Parce que nous pas toujours l'occasion de faire des émissions en direct. Et là, nous avons la possibilité de faire un petit bilan. Là, nous avons dit nouvel an. Et si on n'a pas qu'à faire bilan, c'est qu'au passage. C'est qu'au passage. La force d'un homme sage, c'est toujours de se remettre en question, de s'auto-examiner, faire l'introspection honnête pour dire que moi peux changer pour m'améliorer. Pas chercher à être en compétition avec les autres ou à faire mieux que les autres, mais chercher à faire mieux que soi-même, c'est-à-dire à s'améliorer soi-même. Parce que lorsqu'on parle de la compétition, c'est pas bon. Rivalité, méchanceté, il faut jamais comparer. Il faut jamais te comparer aux autres parce que ça crée de frustration lorsque tu les égales pas. Chez certains, ça crée la jalousie. Comme nous qu'a dit jalousie, ses petits frères associés. Malheureusement, à l'eau nègre, jaloux des nègres. Je vous en parlerai un peu. Pourquoi est-ce que des fois, entre nous, nous sommes jaloux, nous, les Afro. C'est un héritage de l'esclavage et du colonialisme. Parce que l'esclave a toujours accepté la réussite et la richesse du maître. Le maître blanc a une grande villa, l'esclave a sa cage. Le maître blanc a des plantations, l'esclave n'a rien. Donc, depuis l'esclavage, nous avons appris à accepter la richesse du maître. Une fois que l'esclave devient libre, et des fois, ce nouveau esclave, cet ancien esclave, a du mal à accepter la réussite. C'est ancré dans notre inconscience, la réussite de son frère afro. Vous allez voir que cela soit en Guadeloupe ou en Afrique. Un étranger construit une maison en étage, ça ne crée pas la jalousie, c'est le colon ou l'ancien maître. C'est admis qu'ils doivent prospérer. Mais ton propre frère africain ou afro construit une maison en étage, réussit, prospère, ça crée la jalousie. Et là où nous qu'a dit jalousie, nous qu'a dit sorcellerie. Je peux vous le dire. Je suis pasteur, Bishop Eli. Ça fait plus de 28 ans, si pas 29 ans, que j'exerce mon ministère spécialement aux Antilles. Et un peu du habitant qui peut choquer. 90% d'envoûtement des démons que j'ai eu à chasser, comme disent les catholiques, de l'exorcisme que j'ai à pratiquer sur les gens, ont pour cause la jalousie. C'est terrible, hein? Je vous le répète, et je ne mens pas devant Dieu, et s'il y a d'autres pasteurs, même guadeloupéens ou martiniquais, qui sont aux Antilles, qui font la délivrance, ils peuvent faire les statistiques. 80% à 90% des gens aux Antilles qui sont envoûtés, qui ont une vie pénible, qu'on a ensorcelé, 90%, 80 à 90%, c'est toujours la jalousie.
c'est toujours la jalousie. Et c'est pour cela m'a amené à me poser la question, pourquoi est-ce que Antillais ou Afro ou Africains, pourquoi est-ce que nous sommes toujours jaloux? En Afrique, je fais quelques exorcismes. Il y a des gens qui vont voir le marabout ou le sorcier pour se protéger. Ma mère allait voir les Kimboiseurs pour chercher une protection pour nous. C'est pas pour faire du mal à quelqu'un, pour se protéger elle-même contre la méchanceté, la sorcellerie, et pour protéger ses enfants. Donc, dans la démarche, il n'y a pas de jalousie. Il y a certains en Afrique qui vont voir le marabout, les sorciers, pour avoir plus de chance, pour avoir de l'argent. Je n'approuve pas ça. Mais ce qui m'a choqué aux Antilles, les gens vont aller dépenser de l'argent, investir pour faire la sorcellerie, pour tuer l'autre, pour envoûter l'autre. Apakamati, je vous dis la vérité, c'est terrible. Beaucoup de gens souffrent. Il suffit que quelqu'un construise une maison en étage, les voisins ne sont pas contents, ça commence. Vous n'avez rien fait du mal à personne, hein. Simplement parce que vous êtes heureux, vous avez un beau couple, vous avez de beaux enfants, ça commence. C'est terrible. Que Dieu nous fasse grâce, hein. Que bon Dieu change qu'il y a nous. C'est seulement ce que je peux dire. Bon, ce genre d'observation, il y a toujours des gens qui le prennent mal. Ah, pourquoi on nous critique? Pourquoi Bishop Eli nous attaque? Mais en cas des autres vérités, les gens qui en sont victimes savent de quoi je parle. Et ils sont soulagés au moins. En cas des autres vérités, il y a trop de jalousie. Il y aura dit, moi, ah, mais c'est partout. Mais la jalousie est partout, c'est vrai. Mais le pourcentage est trop élevé aux Antilles. C'est comme le cancer de la prostate. Il y en a partout. Mais le pourcentage du cancer de prostate est trop élevé aux Antilles. Il y a une anomalité. Il faut qu'un jour, justice soit faite. Eh bien, on peut espérer, à part, bon, il y a Maître Durumel, Henri Durumel, et Jean-Claude Durumel qui nous défendent. Et nous sommes maintenant jusqu'à aller à la juridiction européenne. Parce que la France ne veut pas reconnaître sa bêtise d'avoir empoisonné la nappe phréatique antillaise. Elle ne veut pas le reconnaître. Parce qu'elle sait que ça lui coûtera cher. Mais c'est prouvé dans le monde, le taux de cancer de prostate est le plus élevé au monde, aux Antilles. Anormalement. Oui. Voilà. Alors, nous allons d'abord prier avant de commencer l'émission à nous. En qu'à répondre à questions à autres. Je vais répondre à vos questions, bien sûr. Vous savez, j'aime bien parler créole. Bon, ceux qui ne comprennent pas les créoles, excusez-moi, je mélange un peu avec le français, mais j'aime bien parler créole. Tendre Père, nous te laissons ce moment entre tes mains. Puisses-tu nous aider à partager nos idées. Donne-moi la sagesse de répondre aux questions des auditeurs. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. À répondre à questions autres. Et bon, d'abord, j'aimerais revenir sur cette question. Pourquoi les gens disent en Guadeloupe que tu es un coureur? C'est l'étiquette qu'on m'a collée, qu'on a voulu me coller, mais après 28 ans, en commande des autres, Bishop Eli cherche désespérément un prénom d'une maîtresse. Peut-être que je souffrais de Parkinson déjà à mon âge, peut-être que j'ai une perte de mémoire, mais si tu connais une fille avec qui je suis sorti, depuis 28 ans que je suis aux Antilles, que moi j'ai oublié,
Tellement qu'il y en a. Tellement qu'il y en a. Donnez-moi un prénom. Pardonnez-moi, mais j'ai vu des gens bêtes et bornés. Mais certaines personnes sont terribles. J'ai vu des gens bêtes et bornés. On dit ça, la méchanceté. Et je dis, nous les Afro de foi, comme nous sommes habitués avec la tradition écrite, donc tradition orale. Donc nous sommes prédisposés à croire au ragot. Parce que notre histoire se transmet par la bouche, oralement. C'est pas écrit. Donc, nous croyons au ragot facilement. Ah, un tel a dit, un tel a fait, un tel a dit. Moi, ça me... Je sais pas quoi penser. C'est la bêtise humaine, quoi. Quelqu'un vient vous dire, ah, Bishop Eli a des maîtresses, mais Bougamouin, en cas passer à la télé, je passe à la télé, vous voyez, je passe à la télé. Et je lance un défi. Ça fait des années que je cherche les noms de la maîtresse que vous connaissez. Hein, j'en ai tellement, n'est-ce pas? Donne-moi un seul. Donne-moi le nom d'une Guadeloupéenne avec qui je suis sorti. Donnez-moi le nom d'une Guadeloupéenne. Annie Allo maîtresse. Peut-être que ça peut être vrai. Parce que moi, peut-être que j'avais perdu la tête avec le Parkinson que j'ai oublié le prénom. Alors, est-ce que tu es capable de me le rappeler? Donnez-moi un nom d'une maîtresse. Mais si on ne peut pas donner preuve ou pas connaître un poumon, mais pourquoi vous complaisez à vouloir salir les gens? Et puis même vous-même qui écoutez ces ragots-là, pourquoi vous n'avez pas l'intelligence de dire à la personne, ah, monsieur Nialo maîtresse, bah moi non. 28 ans, moi, Adam Payao. 28 ans, je suis aux Antilles. Je vous demande, donnez-moi le nom, le prénom de une de mes maîtresses. La seule antillaise, c'est ma femme que je connais. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu qui m'a fait grâce pour cela. Alors, je vais le répéter, je pense, en cas répéter ça jusqu'à toute la fin de l'année, je vais faire toujours les appels. Vous avez des messages. Vous avez mon téléphone. Vous avez 2 messages. Répondez sur Facebook, sur TikTok. Donnez-moi, s'il vous plaît, le nom d'une maîtresse. Parce que vous parlez en lot. On peut pas être aussi abruti, quoi, aussi stupide. Dire, ah, mais c'est Nialo femme, mais c'est Nialo, waouh. Attendez, c'est comme ce qui s'est passé aux Antilles. D'ailleurs, je vais écrire à France Antilles. Ah, Bishop Eli a volé l'argent monde, Bishop Eli a volé l'argent monde, Bishop Eli. Les gens ont voulu faire de moi un voleur. Et ils ont commis la fâcheuse erreur d'appeler la police. Bougamouin. Je me marie aujourd'hui, la nuit des noces. La police s'embarque dans mon appartement. Dites-vous, est-ce que la police française peut agir comme ça en France? Entre nous. J'ai parfois l'impression que la police française a un autre comportement quand il s'agit du nègre aux Antilles. Vous pensez que vous avez affaire à la République bananière. C'est-à-dire que ces policiers-là, des métros, ils sont venus fouiller mon appartement la nuit des noces quand je me suis marié. Quand je m'étais marié il y a 20 ans, non, 20 ans, 27 ans, pour vous dire qu'on n'a pas qu'à oublier, hein. On n'a pas qu'à oublier parce que ce couteau que vous mettez sur doigt, moi. Les gens ont dit, il prend de l'or, il a un paquet d'or à la maison. Quand tu enlèves aux gens les chaînes travaillées, on les jette. C'est même pas moi qui ai enlevé ça. Bishop Eli ni l'argent. Mais la police, écoutez-moi bien, la police, on m'a interdit de voyager pendant 7 ans. Interdiction de quitter le territoire
de quitter la Guadeloupe, prisonniers dans l'île de la Guadeloupe, pendant 7 ans, à cause des ragots. Et pendant 7 ans, ils font les enquêtes, ils trouvent rien. Hein? Moi, je suis tellement grand voleur. Toi, tu as des yeux plus que la police. Hein? Tu connais ma vie plus que moi-même. Tu connais tout. Hein? C'est-à-dire que yo même plus fort que la police. Yo qu'a dit Bishop Eli, c'est un voleur, c'est un voleur. Mais la police est venue, a fait 7 ans d'enquête. Monsieur Fouillé, chèque à moi. Monsieur Fouillé, compte à moi. Monsieur Fouillé, déplacement à moi. Monsieur Fouillé, tout. Pendant 7 ans, à cause de ce ragot, j'avais même pas droit de voyager. Au bout de 7 ans, l'affaire a été classée sans suite. Ah, pourquoi, pourquoi nègre pas qu'à aimer nègre? Pourquoi nous les Afro, on s'aime pas entre nous comme ça? Pourquoi entre nous, on s'aime pas? Pourquoi entre nous, il n'y a pas de solidarité? Il faut qu'on se massacre les uns des autres comme des rats. Ton frère, tu le traites de voleur, et puis il pas seulement, il qu'à penser ça, ou pas ni bref, vous le répétez partout, la police vient, fait enquête pendant 7 ans, ils ont fouillé mes papiers, ils ont fouillé ma maison. 7 ans après, enquête sans suite. Ils n'ont pas trouvé de preuves. Écoutez, et les pasteurs, et les gens qui ont envoyé cette police, se sont jamais excusés. Ils sont soi-disant hommes de Dieu. Ils se sont jamais excusés. Et le pire, il y a encore quelques abrutis qui continuent toujours à répéter, monsieur voleur, jusqu'à aujourd'hui. Ah non. Bon. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, ce matin, je me suis dit, je vais prendre un avocat. Non, il ne faut pas que ça passe comme ça. Je vais prendre un avocat et voir si c'est encore possible parce que il y a plus de 20 ans, pour obliger France Antilles de mettre au même endroit, à la même page, la même taille, publiée, enquête qui a été faite sur Bishop Eli, qui avait été traité d'escroc, n'a abouti à rien. Parce que c'est trop facile de salir les gens, de mettre devant pasteur, Eli, escroc, abus de biens sociaux, d'écrire en grand. Et quand l'enquête n'aboutit à rien, il a fait mes bouchailles. Il répare même pas sa faute. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais réparé ça. Je vous le promets, je vais voir s'il faut. D'abord, je vais leur écrire un courrier à l'amiable, et je vais me renseigner si j'ai encore droit de réclamer ça. C'est inacceptable, quoi. On peut pas salir les gens gratuitement comme ça, quoi. Alors, voilà, on tombe sur la question qu'on me pose. Qu'est-ce que tu reproches aux Afro? J'ai déjà répondu, hein. Et ce que je reproche aux Afro, les gens qui ont dit Afro, Africains, Antillais, Noirs Américains, Noirs Africains, Noirs Antillais, Noirs Brésiliens, peuple noir dans le monde. Qu'est-ce que je leur reproche? Ce que je leur reproche, c'est le manque de solidarité. On s'entretue. On se méprise. Vous voyez, le peuple haïtien n'est pas toujours bien accueilli en Guadeloupe. On est d'accord. C'est nos frères. Ils ont leur culture. Mais je constatais que, d'ailleurs avec Ibo Simon qui disait brûler Casa haïtien, brûler. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est un peuple frère. Moi, quand je vois une haïtienne, je vois un haïtien. Je me vois moi-même, je suis désolé. C'est pas parce que nous Français que nous supérieurs aux Haïtiens. Je suis désolé et je n'accepte pas ça. Nous ne sommes pas solidaires. Le juif est juif, fier de sa racine.
qu'ils soient américains, il y a des juifs qui sont nés aux États-Unis. Mais ils aiment leur pays. Ils aiment Israël. Ils soutiennent Israël. Mais nous, les Blacks, il n'y a qu'à mépriser Africains, il n'y a qu'à mépriser Haïtiens. Non, s'il vous plaît. On doit être solidaire. Moi, en Guadeloupe, quand je fais des courses, je vais dans des magasins haïtiens. Je vous le dis. Je vais acheter dans les magasins haïtiens. Bon, ici à Paris, je ne connais pas encore. Hein. Mais, si j'ai le choix, j'investis mes sous chez mes compatriotes, chez mes frères. Parce que ils sont tellement discriminés et que je préfère, au lieu d'aller investir mes sous dans les magasins des gens qui me détestent, qui me méprisent, j'investis mes sous dans les magasins des gens qui sont mes frères. Ça dit que ce que je reproche aux Afros, nous ne sommes pas solidaires. On s'entretue entre nous. Vous voyez, Ben Laden, il a fait ce qu'il a fait, mais il a vécu 10 ans après. Vous voyez comment ces gens-là sont unis. Hein? Il a vécu 10 ans après. Mais je peux vous dire que si Ben Laden était un Afro, il n'aurait pas vécu, même pas une semaine, c'est trop. On a mis sa tête, a pris 30 millions. S'il était Congolais, il n'aurait pas vécu 2 jours. Je vous l'ai dit et je suis sûr à 100%. Si Ben Laden était Congolais, 2 jours après, le monsieur derrière même son propre père aurait dit, le monsieur est dans les toilettes, caché chez moi. C'est pour vous dire. Voyez? Donc, ce que je reproche simplement aux Afros, c'est ça. Manque de solidarité. On n'est pas unis, on est jaloux les uns les autres. Bon, cela n'est pas dû à la race, cela est dû à l'histoire. Cela est dû à l'histoire. On nous a souvent préparés à être les uns contre les autres. Les esclaves se trahissaient les uns les autres. On nous a éduqués et les esclavagistes ont fait de telle manière que certains esclaves traîtres étaient mieux. Voyez, l'esclave qui trahissait son frère esclave, qui fouillait, qui s'échappait ou qui avait un plan pour s'échapper, était récompensé, était honoré. Et en fin de compte, on nous a génétiquement, je ne peux pas dire génétiquement, mais on nous a prédisposés à ne pas être unis. Mais, il y a un moment donné, il faut qu'on change. Voyez, les Chinois ont été dominés, traités comme des chiens par les Japonais. Les Chinois ont été dominés, traités comme des chiens par les Japonais. Mais aujourd'hui, ils sont plus puissants que les Japonais. Vous comprenez? Donc, ils ne sont pas restés toujours en train de pleurer. Ah, on nous a fait ceci, ah, l'esclavage. Vous voyez, c'est ça que je reproche. On ne peut pas toute la vie pleurer esclavage, esclavage, esclavage. Mais toi, tu fais un enfant, tu payes pas sa scolarité, tu l'éduques pas, tu l'équilibres pas, tu continues à te comporter en irresponsable. Je dirais pas le mot macaque, je dirais pas ça. Mais tu vas, tu fais que ça. Et cet enfant qui est génétiquement intelligent, cet enfant qui a des prédispositions, qui est brillant, malheureusement, viendra à Paris, il ne pourra pas étudier, il n'aura pas où dormir, tout de suite, il fera des petits boulots, il aurait pu être médecin, il finira dans les petits boulots, il aurait pu être ingénieur, il aurait pu être un grand savant, voyez, et c'est comme ça que nous perpétrons la pauvreté. Bon. Et le pire, c'est que nous plaignons toujours de l'esclavage, ah, l'esclavage, ah, les blancs, ah, les colons. C'est comme les Africains, les frères africains, toujours, ah, les blancs ont volé, on nous a, même haïtiens aussi, hein, haïtiens, ah, la France, mais écoutez, ça fait 100 ans, Bougamoin. Ça fait plus de 80 ans, pour d'autres demi-siècles, d'autres, ça fait plus de 70 ans qu'on a l'indépendance. Par exemple, mon pays, le Congo. Je ne vais pas loin. Mon pays d'origine, le Congo.
les Belges sont partis. Je peux vous dire, quand le Belge était au Congo, quand le Belge volait et pillait le Congo, les gens mangeaient mieux qu'aujourd'hui. Les gens vivaient mieux qu'aujourd'hui. Le Congo était la deuxième puissance économique de l'Afrique, la deuxième puissance militaire de l'Afrique, autant de Belges. Un peu du haut. Je préfère que le Belge revienne au Congo, dirige le pays, que tous ses frères, que tous mes frères là, les Mobutu qui... Enfin, je suis désolé. Je suis désolé. Aucun amour pour son pays. Tuer monde là, yoka tuer, craser monde, piller le pays, détruire l'économie du pays. Et tu vois les gens, ah, les Belges ont volé, ah, les Belges ont fait... Mais ils ont volé, mais ils ont dirigé mieux le pays que nous-mêmes. Donc, il faut que nous arrêtons quoi avec cette musique. Ah, les Belges, ah, ceci, ah, celui-là. Non, le problème, c'est nous-mêmes. Assumons-nous. Assumons-nous. Regardons-nous en face et relevons-nous. C'est pourquoi y a-t-il tant de jalousie entre Afro? Je vous l'ai dit. Et culturellement, historiquement, on a été colonisés et esclaves. Certains colonisés, certains esclavagisés. On a évolué en acceptant la richesse des autres. Vous voyez, l'esclave ne faut même pas envier le maître. Hein. Il a accepté, c'est normal qu'il soit comme ça. C'est normal, il est le maître. Et lorsque nous avons été libérés, nous avons eu notre indépendance, certains de nos frères plus intelligents ont commencé à prospérer. On le vit mal. Je vous dis, les banques africaines prêtent de l'argent aux étrangers qu'aux Africains. Va m'expliquer ça. Va m'expliquer ça. Tu vas en Afrique. Tu es africain. Tu vas aller demander un prêt à ta banque. Parce que vous voyez, le prêt bancaire, c'est la clé. C'est comme ici en France, l'hypocrisie française. J'aime mon pays, hein, mais la France a une hypocrisie qui dépasse la mesure. La France a pris toutes les mesures pour lutter contre les discriminations. Discrimination au travail, discrimination à l'hôpital, discrimination au service militaire et surtout discrimination aux impôts. Alors là, il faut que tous les messieurs payent les impôts, qu'ils soient chinois, qu'ils soient crocodiles. Non. Mais, sauf au point le plus essentiel, discrimination bancaire. Je vous dis quelque chose qu'on vous a jamais dit, qu'aucun être, qu'aucun homme public ou journaliste n'a jamais abordé. Je sais que ce que je dis, ça dérange beaucoup, mais je veux que le jour où je serai vraiment dans la vieillesse, que je puisse me regarder devant le miroir pour dire « Elie, félicitations, tu as fait ce que tu avais à dire, tu as marché la tête haute, tu as dénoncé ce qu'il fallait dénoncer, tu t'es battu comme un homme. Je ne serai jamais un lèche-bot. » La France vous donne tous les droits, mais sauf qu'il donne aux banques le droit à la discrimination silencieuse. Les banques françaises ont droit de vous refuser un prêt sans justification. Vous trouvez ça normal? Or, l'ascension sociale passe par là. Ça veut dire, on vous aime, vivez parmi nous, vous ne serez pas discriminés, nous ne sommes pas racistes, mais au niveau de l'ascension sociale, vous devez rester bas. Parce que un banquier raciste qui refuse, il voit ton nom Mohamed Abdallah. Je refuse le prêt. Il n'a pas à se justifier. Même quand tu remplis les conditions. Je suis allé acheter une voiture Peugeot, Renault.
une voiture neuve Renault, dernière gamme, j'ai beaucoup aimé. Je gagne 4 fois plus que le prêt en question. C'est-à-dire que mon salaire est 4 fois plus élevé que le remboursement mensuel du prêt. Je fais un chèque, je donne les 10% demandés. Et je constate que mon prêt a été refusé. Je dis, mais tiens, monsieur, et pourquoi cela a été refusé? Même le vendeur est déçu. Il dit, mais pourquoi? Je ne sais pas. Il dit, mais je vais avoir la raison. Ah, les banques n'ont pas à se justifier. Ça, c'est la loi française. Je me suis dit, peut-être que je suis fiché, peut-être qu'il y a une annotation bizarre sur moi. Je suis allé à la Banque de France et j'ai écrit pour savoir si je suis fiché. Réponse, rien. Je ne suis pas fiché. Ah, dites-moi alors, pour quelle raison ils ont refusé? Dites-moi pour quelle raison. J'ai rempli toutes les conditions, j'ai donné les chèques qu'il fallait, mais ils m'ont refusé, sauf que sous mon dossier c'est écrit Ombala Lisiki. On sait que c'est un nègre d'Afrique. C'est malheureux. C'est malheureux. Je pense que Macron qui a étudié, tous ces gens qui ont fait l'ENA, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Parce que je pense pas que j'ai leur niveau, hein. Mais comment est-ce que moi je peux arriver à constater ça et à en parler? Donc les banques françaises ont droit, ton dossier tombe sur un directeur ou un banquier raciste, il dit celui-là s'appelle Abdallah, c'est un maghrébin, je ne lui donne pas le prêt parce que le maghrébin, dossier refusé, tu ne peux rien faire. Tu n'as aucun recours. Il n'a même pas à se justifier. Voilà. 8e question. L'inceste est-il plus aux Antilles qu'ailleurs? L'inceste est-il plus courant aux Antilles qu'ailleurs? Voilà ce que Annick m'a posé comme question. Je ne donnerai pas des prénoms, hein. Je ne donnerai pas des noms, mais des prénoms. Et moi, je vis, ça fait 28 ans que je suis aux Antilles. À Cadizote, je connais très peu de familles aux Antilles où il n'y a pas eu d'inceste. C'est triste. C'est un mal qu'il faut dénoncer. Il ne faut pas se taire, bien-aimé. Et vous allez me dire que je dénigre. Vous allez me dire que c'est un dénigrement. Je dois me taire. On doit se taire. Que les filles créoles soient abusées par leur oncle, soient abusées par leurs cousins, soient abusés par leur beau-père, et on doit se taire. On doit se taire, sinon quand on dénonce, on vous méprise. Alors, si c'est ça, mépriser, je vous méprise. Vous ne savez pas que c'est criminel. Quand vous violez une jeune fille, vous détruisez toute sa vie sentimentale. Quand vous touchez un enfant, vous perturbez. Moi, je vis des enfants qui sont devenus schizophrènes, perturbés à vie parce qu'il a subi un viol. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences que ces choses ont. Les attouchements, les viols, vous ne vous rendez pas compte. Et moi, je suis pasteur, je vous dis, je parle avec des gens de cœur à cœur.
Mais c'est terrible et c'est criminel. Et beaucoup d'hommes n'ont pas pris conscience du mal. C'est parce que nous en parlons pas. C'est parce que vous, les journalistes, vous, les influenceurs, vous n'en parlez pas. Je sais qu'il y en a qui ont pratiqué ces choses parce qu'ils n'ont pas vu la gravité. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui empoisonne une personne et qui ne sait pas qu'il envoie l'autre à la mort. Il ne voit pas les conséquences à long terme de son empoisonnement. Et beaucoup de hommes ont pratiqué ces choses dans la stupidité parce qu'ils n'ont pas pris conscience des conséquences. J'aimerais que tous les hommes comprennent que les conséquences des attouchements et des viols sont graves. Je connais beaucoup de femmes qui n'ont pas des rapports normaux, d'autres qui n'arrivent pas à fonder de famille. Et pire encore, des garçons même. Certains vont jusqu'à toucher des garçons. Et ces garçons, toute leur vie émotionnelle et sexuelle est détruite. C'est comme s'ils ont qu'à tuer monde vivant, quoi. C'est un meurtre. Et c'est fréquent. Et c'est sous silence. On ne peut pas le dire. Parce que c'est Marie à maman. On ne peut pas le dire parce que c'est copine à papa. Parce que c'est tonton. Ça qu'a fait du mal à mamie. Si j'en parle, est-ce que, dites-moi, on doit se taire? On doit se taire, on doit fermer la bouche et sourire. Ainsi va la vie. On doit accepter ça. En pas qu'à accepter ça. Moi, je vous dis c'est vrai, en cas des autres, en pas qu'à accepter ça. On doit lutter contre cela et dire stop. Mais bien sûr, le pardon existe, il faut pardonner aussi. Il faut pardonner, bien sûr. On ne peut pas tuer, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il y en a qui ont fait ces choses ivres. Il y en a qui ont agi dans l'ivresse. Hein. Il y en a dans le vice. Mais on va penser qu'il faut nous pardonner. Je crois au pardon. Et je crois aussi à la justice. Pour certains cas, il faut que justice soit faite. Et j'ai une 9e question. Comment faire pour être désenvoûté? Comment faire pour être désenvoûté? Pour être désenvoûté, il faut d'abord une repentance. Parce que c'est quoi l'envoûtement? L'envoûtement est une malédiction ou un sort qu'on te lance. Et cela est exécuté par un esprit mauvais. Un démon. C'est-à-dire que je vais voir un voyant ou je fais des incantations, je prends tes cheveux, je prends ton sous-vêtement, et je vais au cimetière, on fait des incantations, et suite à ces incantations, un esprit mauvais va aller exécuter cela, la sentence. On dit par exemple que cette femme doit pas refaire sa vie dans la méchanceté. Alors cette femme sera envoûtée par un esprit mauvais qui sera en elle. Chaque fois qu'un homme viendra, cet esprit mauvais va combattre cet homme, ou cet esprit mauvais va faire que la relation échoue. Alors pour que la personne soit désenvoûtée, il faut d'abord qu'il renonce au péché, à la haine, et qu'il accepte Jésus. Lorsqu'il accepte Jésus, le Saint-Esprit va entrer dans la personne et chasser les démons. C'est simple. Voyez?
Mais si la personne n'accepte pas Jésus, ou vit dans le péché, on va chasser les démons, comme Jésus-Christ dit, lorsqu'un esprit mauvais sort d'une personne, il va dans le lieu aride, il ne trouve pas du repos, et lorsqu'il revient, il trouve sa maison, donc le corps de la personne, balayé et orné, c'est-à-dire approprié pour lui. Il va aller prendre 7 autres démons pour se réinstaller. Et Jésus va dire, la condition de cette personne sera encore pire. Est-ce la faute des femmes quand l'homme va ailleurs? Est-ce que c'est toujours la faute des femmes quand l'infidélité ou l'adultère chez les hommes, ça a diverses causes, hein? C'est étendu. Ici, il ne s'agit pas de donner la faute aux femmes ou aux hommes. Mais est-il que les hommes vont ailleurs, parfois parce que il y a des femmes qui ne sont pas câlines. Il y a des femmes qui ne sont pas câlines. Il y a des femmes qui refusent l'homme au lit. Voyez, lorsque le lion mange bien qu'il est rempli, il n'attaque plus. C'est l'une des figures qui explique cela. Mais par contre, il y a aussi des hommes qui sont insatiables, qui sont vicieux. On peut s'en occuper, mais monsieur pas jamais rassasié. Monsieur vicieux. Manque d'éducation familiale. Voyez. Donc l'infidélité a plusieurs origines. C'est pour cela, avant de condamner une femme ou un homme, moi je connais des femmes, 10 ans, le monsieur ne le touche pas. 10 ans, le monsieur ne le touche pas. Et si cette femme-là dérape, on va la traiter de femme de mauvaise vie, de tous les noms. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous savez, il y a des situations, voilà pourquoi Akadi, on ne doit pas juger rapidement ou précipitamment. Il faut d'abord connaître avant de juger les gens. Alors, 11e question. Le divorce est-il permis? Je dis toujours que le divorce doit être le dernier des recours. Parce que l'amour pardonne tout, l'amour espère tout, l'amour patiente. Dans la Bible, le divorce est accepté pour cause d'infidélité, d'adultère. Parce que l'adultère est la rupture automatique. C'est-à-dire que quand tu vas coucher avec une autre femme, tu deviens une seule chair avec cette femme-là. Amen. Vous devenez une seule chair avec cette femme-là. Voilà pourquoi vous devez... L'adultère, c'est une rupture automatique du mariage. Dans le cas de pardon, on doit prier pour vous et vous bénir de nouveau. Amen. Mais par contre, dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul parle des femmes chrétiennes pratiquantes ou des hommes chrétiens pratiquants qui sont mariés avec des hommes ou des femmes non pratiquants. La Bible dit, lorsqu'un frère ou une sœur est avec un homme non croyant, plus précisément non pratiquant, qui ne respecte pas la parole, si le monsieur consent à vivre avec sa femme chrétienne, que la femme ne divorce pas. Si la dame consent à vivre avec son mari chrétien, que le mari ne divorce pas. Mais si il ne consent pas ou elle ne consent pas, le frère et la sœur est libre, car Dieu nous appelle à vivre en paix. Mais on va se demander maintenant la question, c'est quoi consentir? Consentir, c'est collaborer, se vouloir. Mais tu peux pas dire que tu veux vivre avec une femme et la tabasser tous les jours. Tu peux pas dire que tu veux vivre avec un homme
et l'insulter tous les jours. Tu ne veux pas dire que tu veux vivre avec une femme, tu ne fais pas ton devoir conjugal. Voyez? Donc, dans le mot consentir, il y a beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle, lorsque, par exemple, il y a violence conjugale, ou ton intégrité physique est menacée, madame, tu as le droit de quitter la maison. Tu as le droit de divorcer. Ça, c'est ma position. Avant, je ne pensais pas comme ça. Je me rappelle bien, au Cap-Esther, un jour, il y avait une femme qui avait quitté son mari parce que la femme avait subi des violences conjugales. Le pasteur lui a dit de retourner dans sa maison. L'amour pardonne et tout. La dame est retournée, la dame a été tuée. La dame est morte. Donc, lorsque ton intégrité physique est menacée, tu as droit de te séparer, de divorcer. Ça, c'est ma conviction. Donc, collaborer. La preuve même, l'apôtre Paul dit, car Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, on n'est pas en paix avec des coups de poing. Voilà. Alors, dernière question. Quel est le secret du bonheur dans le couple? Quel est le secret du bonheur dans le couple? Moi, je crois que lorsque Dieu... D'abord, le secret du bonheur commence par l'origine du couple. On ne se marie pas avec une femme parce qu'elle est belle. On ne se marie pas avec un homme parce qu'il est beau. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais malheureusement, nos critères sont futiles et superficiels parfois. J'ai une femme qui m'a dit, je suis tombée amoureuse de mon mari seulement parce qu'il dansait bien. Eh, mais si tu vas danser toute la vie, tu mangeras de la danse, d'accord. Voyez, parfois c'est le critère. Il faut faire le bon choix. Pour nous les chrétiens, il faut faire le choix de Dieu. Et quand on parle du choix de Dieu, il y a la sagesse, le canal sagesse et canal révélation. Le canal sagesse, il faut observer si la personne est compatible avec toi, si la personne te correspond, si... vous voyez tous les critères qui... acceptables. Et le canal révélation, il faut avoir une confirmation surnaturelle de Dieu. La confirmation peut être le témoignage, la prophétie, le songe, mais il faut avoir la conviction que Dieu a confirmé. Les deux doivent marcher de pair. D'accord? Donc, il faut d'abord l'origine du mariage. Et deuxièmement, le dialogue. Il faut parler. Le dialogue est très important. Parce que quand on vit à deux, il y aura beaucoup de situations équivoques. Il y aura beaucoup de situations confuses. Croyez-moi, il y aura beaucoup de situations équivoques et confuses. Il y aura même des fausses impressions. Voyez, des fois on peut avoir une fausse impression sur l'autre. Mais quand il y a le dialogue, tout cela est résolu. Le dialogue est très important. Et troisièmement, le pardon. Personne n'est parfait. Quand tu vis avec un homme, dans le mariage, il y aura des blessures. D'un côté comme d'un autre. Et si on ne sait pas pardonner, c'est grave. Vous n'irez pas loin. Le pardon est très, très important. Savoir se pardonner. Et quatrièmement, c'est dans vos rapports intimes, satisfaire l'autre. Quand on va au lit, mon objectif, c'est pas de me faire plaisir, mais c'est de faire plaisir à l'autre. Aimer, c'est chercher le bonheur de l'autre. Et souvent, on occulte ces domaines. L'intimité est très importante. Et quand je parle de la vie sexuelle, c'est très important qu'une femme, avant de se marier, puisse être restaurée sexuellement. Une femme qui se marie vierge a plus de chances d'avoir une vie sexuelle adaptée, satisfaisante avec son mari.
C'est prouvé. Bon, quant à celles qui ont fait des bêtises, qui ont connu 50 hommes, 80 hommes, 100 hommes, 30 hommes, il y a un dérèglement. Mais lorsque vous acceptez Jésus, il faut une période de chasteté de 1 an, de 2 ans. Un temps où le Saint-Esprit va enlever toutes les mauvaises habitudes, toutes les mauvaises traces, parce que chaque homme qui passe en toi laisse sa sémence et ses traces. Ce qu'on appelle la restauration. Dans le psaume 23, David dit, tu restaures mon âme. Vous devez être restauré. Imaginez-vous, je veux parler un peu d'une manière directe. Tu vis avec un homme qui t'habitue à courir tous les soirs 100 km. Je parle d'une manière imagée, hein. 100 km tous les soirs. Tu vis avec un deuxième homme qui t'habitue à courir 120 km. Tu vis avec un homme qui t'habitue à courir 90 km. Et quand tu te maries avec un homme plus âgé, ou bien malade de santé, fatigué, qui ne peut courir que 15 km. Dites-moi, comment seras-tu satisfait? Vous êtes marié, il est gentil, tout va très bien, vous faites le footing le soir, 15 km, il est déjà fatigué. Et toi, tu as encore envie de courir. Tu lui donnes des gingembres, tu lui donnes un peu du poulet, tu le fortifies, tu le masses, 15 km, fatigué encore. Tu vas faire quoi? Dites-moi. C'est ça le problème. Alors, une telle personne, une telle femme, il faut que tu sois restauré, ton âme soit restaurée par la puissance du Saint-Esprit, que le compteur soit à 0 et que tu retrouves ce qu'on appelle une virginité émotionnelle. Même si physiquement tu n'es plus vierge, mais une virginité émotionnelle, intérieure. Comme ça, tu vas t'adapter à ton mari. Alors qu'une femme qui n'a aucune expérience, qui n'a jamais couru, dès le départ, elle dit, Doudou, on court. Et le monsieur court 15 km, il dit, ah, monsieur, tu es très fort. Ouh, tu cours bien, maman, tu es un champion olympique. Alors que il est nul, quoi. Donc, je parle en parabole pour faire comprendre que la vie intime au lit est très, très importante. Très, très importante. Voilà. La clé du bonheur, c'est Jésus. Et tant que pasteur, je vous dirai, la clé du bonheur, c'est Jésus. J'en suis sûr et je suis convaincu. Je suis sûr. Il te faut Jésus pour connaître la paix et le bonheur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Prochaine.
la souffrance et la peine, l'injustice et la haine. Je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter.